À l'achat, c'est un bien qui a coûté environ 3 millions d'euros, sur lesquels qu'on prévoit de revendre entre... c'est des fourchettes de prix qui peuvent paraître larges, mais voilà, c'est la marge d'erreur qu'il faut accepter. Yes, let's go Julien. Bon, direction. Salut Rémi. Bah écoute, aujourd'hui on est dimanche, donc on va profiter que la circulation soit pas trop dense pour aller visiter un peu les chantiers. J'aime bien profiter des temps un peu calmes pour faire le tour des travaux. Même s'il n'y a pas les équipes sur place, ça me permet de réfléchir l'esprit apaisé et de voir les défauts pour corriger le tir, parce qu'une fois que les travaux sont lancés et qu'on prend parfois des mauvaises directions, c'est trop tard, donc ça me permet de prendre mon temps et de voir un peu ce que les gars ont fait cette semaine dans les différents. Yes, parfait. Et là, tu es sur quel type d'opération? Parce que sinon, il y a des locatifs, pas mal de choses que tu peux faire en immobilier. Tu peux me dire un petit peu comment tu as commencé aujourd'hui? Pourquoi l'immobilier? Pourquoi tu n'as pas fait du commerce ou des restaurants? Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je vais t'avouer que c'est par faiblesse, parce que je sais pas faire autre chose. Et je trouve que quand on fait quelque chose de bien, il faut y aller à fond. Et en fait, je suis tombé dedans comme Obélix. Je m'explique, mon père, quand il est arrivé en France, quand il avait 15 ans, il a commencé à travailler tout de suite. Il a eu 10 business différents et à un moment donné, dans les années 80, il a commencé l'immobilier avec un appartement, 2 appartements, un immeuble, 2 immeubles, 6 immeubles. Et moi, quand j'ai terminé mes études, je suis tombé dedans, dans la potion magique, et donc j'ai commencé à mon tour avec un appartement que j'ai quasiment rénové moi-même, puis 2, puis 3, puis 10, puis des petits immeubles, et puis des choses un peu plus grosses, et maintenant on fait des villas dans le sud, on fait des immeubles, des bureaux, du Airbnb, des murs de commerce, donc on fait à peu près tout. Et voilà. Yes, nickel. Du coup, tu as vraiment démarré de zéro, d'immobilier. Écoute, moi j'ai commencé après mes études, j'ai commencé ma propre trajectoire, même si mon père avait fait ça pendant 20 ans. J'ai commencé ma propre trajectoire avec mes nouveaux partenaires, les banques, des nouveaux associés et une nouvelle stratégie aussi, parce que c'est pas la même manière de faire de l'immobilier en 2023 que de faire de l'immobilier dans les années 80. Ça n'a plus rien à voir. Il y a eu internet déjà, et il suffit plus aujourd'hui d'acheter pas cher quand on fait des opérations immobilières. Il faut développer un savoir-faire, une ingénierie, une technicité qui est pas à la portée de tout le monde. Ok, nickel, parfait. Donc du coup, la direction, tes bureaux, les chantiers directement. Ouais. Et du coup, tu as démarré de zéro l'immobilier. Et si tu devais redémarrer à zéro aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui doivent, du coup, vu ta réussite et le nom que tu t'es créé dans ce domaine, beaucoup de gens doivent te proposer constamment des business, tu vois, des investissements. Aujourd'hui, j'aime bien la phrase quand tu dis t'es tombé dedans et t'es bon qu'à ça, t'as fait que ça. Il y a une phrase qui dit si t'es bon partout, c'est que t'es excellent nulle part. Et c'est vrai que ça se représente bien. Aujourd'hui, tu as créé un énorme patrimoine en immobilier. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être un petit peu perdu et veut se lancer soit dans l'entrepreneuriat, avoir une indépendance, une liberté financière? Qu'est-ce que tu lui dirais au Julien d'il y a 20 ans? Écoute, Julien d'il y a 20 ans, je lui dirais de toute façon de faire quelque chose qui le rend heureux. Parce que tu sais, moi j'ai eu un prof en école de commerce qui est un entrepreneur de génie, qui a été conseiller de ministre, etc. et qui nous a dit, quand on lui demandait quel est le business à faire sur les 10 prochaines années, il a dit surtout faites quelque chose que vous aimez faire. Voilà, donc je vous le dis, il faut faire quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie de faire des longues heures, parce que chaque heure travaillée, moi j'ai l'habitude de dire que chaque heure travaillée de toute façon, elle est rentable. Chaque moment, chaque minute que vous allez passer sur vos business, elle est rentable. Il ne faut pas lâcher, il faut aller dans une direction. Il faut savoir aussi abandonner quand on pense qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire. Et voilà, pour ce qui est de la partie immobilière, je donnerais comme conseil si vous avez un petit capital, vous avez un petit peu d'argent, et que ça ne vous fait pas peur de gérer les problèmes, parce que notre métier, on va pas se mentir, c'est de gérer les problèmes. La plus-value est importante, mais il faut savoir comment trouver des solutions. Si vous n'avez pas peur de trouver des solutions, d'apprendre, de vous remettre en question chaque jour et que vous avez un petit peu d'argent de côté, l'idée, c'est quand même de commencer l'investissement immobilier très tôt. Parce que plus on commence tôt,
plus on constitue du patrimoine. Je vous invite vraiment à visionner ma masterclass gratuite dont le lien s'affiche ci-dessous. Et pour les personnes les plus motivées et dans un nombre assez restreint, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe de 30 minutes pour définir votre projet, diagnostiquer vos besoins, comprendre ce que vous avez envie de faire et comment on peut vous accompagner, vous aider, que ce soit par l'ouverture de notre carnet d'adresses, que ce soit par une formation one-to-one ou autre. N'hésitez pas. Bien, c'est clair. Et toi aujourd'hui, quand tu as démarré l'immobilier, tu as été coaché, tu as des personnes qui t'ont accompagné. Bon, forcément, tu avais aussi cette expérience familiale de par ton père qui a baigné rapidement dans l'immobilier, qui a fait fortune dans ce domaine. Est-ce que pour toi, à quel point c'était important de bien s'entourer des bonnes personnes? Tu as fait des erreurs également qui t'ont fait perdre du temps, même perdre de l'argent des fois? Bien sûr, écoute, moi je l'ai dit, c'est mon père qui a commencé ce business dans les années 90. Mais moi j'ai perdu mon père quand j'avais 20 ans. Et donc j'ai dû au début reprendre un business sur lequel beaucoup de monde m'a sauté sur le dos, des partenaires, etc. Et j'ai dû réinventer et développer l'entreprise qui m'avait été laissée, mais surtout reprendre des orientations complètement différentes. Et donc j'ai développé des partenariats avec des associés, avec des banques, avec des avocats, avec des notaires. Et tout ce réseau-là, j'ai dû le reconstituer from scratch, en fait, de zéro. Et en fait, c'est la clé dans ce métier, c'est de savoir s'entourer. Parce que c'est un métier tellement polyvalent. Le matin, on est chef de chantier, à 10h, on est avocat, à midi, on est notaire, à 14h, on est financier, à 16h, on est négociateur immobilier, à 18h, on est expert comptable ou directeur financier. Voilà, c'est des longues journées et elles sont hyper polyvalentes. Et si tu n'es pas entouré, tu ne peux pas savoir tout faire. Mais il faut avoir des notions, et c'est ça que je vais proposer aux gens qui vont regarder, c'est de donner des notions détaillées sur les différentes fonctions de l'investissement immobilier. Parce que tu ne peux pas savoir tout faire dans l'expertise. Il faut savoir s'entourer. Il faut avoir des bons notaires, il faut avoir des bons avocats, il faut avoir des bonnes banques, des bons courtiers immobiliers pour pouvoir faire des opérations parce que tu ne peux pas savoir tout faire. Magnifique. Donc 1 an et demi sur lequel tu vas utiliser. Tu veux me parler un peu également de tout ce qui est levier. Parce que par exemple, je sais pas, peut-être que je dis une grosse connerie, j'ai pas ton niveau d'expertise, mais sur une villa à 6 millions, peut-être que tu vas mettre en apport, je sais pas, peut-être 600 000, 800 000, 1 million. Ouais, exactement. Aux alentours. Alors, avec la hausse des taux, les exigences des banques qui prennent de plus en plus de garanties a augmenté. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans 6 mois, mais on se reparlera dans 6 mois. C'est qu'aujourd'hui, nous, professionnels, les banques nous demandent en alentour de 20% d'apport, entre 15 et 20% d'apport. Donc, sur une villa à 6 millions, tu es sur 1,2 million quasiment. Tu es sur un apport entre 800 000 et 1 million. Ouais. Ok. Et donc, mais ce qui est génial, Rémi, c'est que tu vas mettre 1 million d'euros. Donc, prenons même une échelle plus simple, ok? Prenons un cas d'un achat à 1 million, d'accord? Vous avez 100 000 euros de côté. Allez, 150 000 euros de côté pour faire 15%. 150 000 euros de côté, vous achetez un truc à 1 million. Tout confondu avec les travaux, on vous dit que ça va coûter 1 million, d'accord? Tu vas avec 20% de marge, on a dit, le revendre 1,2 million. Donc avec 150 000 euros d'apport, tu vas gagner entre 150 et 200 000. Tu vas faire x2. Tu fais 100% sur ta mise. Non, quasiment. Ton TRI, comme on dit chez nous, ta mise de départ, il fait x2 en le temps de ton opération qui est en général. Donc c'est faux au final où tu sais, souvent on entend ces discours et j'ai fait de nombreux podcasts avec notamment des gens qui sont dans la crypto-monnaie et qui disent ouais mais moi j'investis pas dans l'immobilier parce que l'immobilier n'a pas de rentabilité. Mais la réalité c'est que quand en un an sur de la pierre, donc sur un business palpable, où je veux dire t'as pas un risque de cramer du capital ou de te retrouver avec un capital qui est à zéro, au final faire 100% tous les 1 an et demi, tu peux t'enrichir très rapidement avec de très bonnes stratégies. Mais Rémi, pose-toi la question, les banques, ce qu'elles adorent financer, la seule chose qu'elles financent encore même en temps de crise comme on a connu là dans les 6 derniers mois, c'est l'immobilier. Parce que tu l'as dit, c'est tangible, tu peux passer devant, c'est de la pierre. Est-ce que il y aura toujours des gens qui vont se loger. Toujours des gens qui vont se loger, toujours des gens qui auront besoin de bureaux, toujours des commerçants qui auront besoin de murs. Et en fait, l'immobilier, c'est tangible. Et donc, en effet, tu l'as dit en crypto, oui, les 300, 400%, les belles histoires, on les raconte souvent, mais les moins bonnes, on les raconte pas. Donc, quand tu as fait 300%, mais que derrière, tu as fait moins 500%, pour revenir à ta mise de départ, t'as plus de capital. T'as plus de capital, alors qu'en immobilier, et tu vas conserver la valeur de ton bien. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on l'a dit, tu mets 100 000 euros en bourse, ok? Tu vas gagner si t'es pas mauvais, tu vas gagner si t'es hyper actif surtout et très sachant, tu vas gagner 8-10%. Donc 100 000 à la fin de l'année, tu vas gagner 10 000, d'accord? Moi, je t'ai démontré là à l'instant qu'avec 100 000, si tu trouves le bon projet, tu vas pouvoir acheter un truc qui vaut 400-500 000 et tu vas le revendre avec 100% de TRI de marge. Donc en fait, avec 100 000, tu vas peut-être potentiellement faire x2. Donc avec 100 000, tu vas faire 100 000. Ce qui n'existe pas. Et ça, c'est quoi? C'est la magie. Après, si tu as 200 000, je suppose que tu vas pouvoir aller sur un projet
au lieu d'être sur un projet à 1 million, tu vas passer sur un projet à 1,8 million, 2 millions, par exemple. Mais c'est comme ça en fait, c'est comme ça que j'ai commencé, tu as raison. Sur un projet, moi j'ai commencé avec un petit appartement à 200-300 000 euros et puis après j'ai fait x2, x2, puis après maintenant tu rajoutes un 0, voire parfois 2. Maintenant les opérations qu'on fait, les plus grosses sont aux alentours de 10-15 millions et les plus petites sont aux alentours de 500 000. Et là du coup c'est quoi ta vision, on va dire, avec le patrimoine que tu as? Une société qui est valorisée à un peu plus de 100 millions de patrimoine aujourd'hui, un patrimoine personnel qui est également colossal. C'est quoi ta motivation dans la vie? À ton âge aujourd'hui, tu as ta femme, tu as tout en fait. Clairement, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui et qu'est-ce qui te pousse encore à travailler autant, à te lever le matin, un dimanche, à aller faire tes chantiers, aller sur les chantiers, faire tes différentes opérations, continuer à faire du business? Bah écoute, c'est une question que ma femme me pose, t'as raison, et en réalité tu le verras hein, une fois qu'on aura fini la formation qu'on est en train de faire ensemble, mais en fait c'est juste une passion, c'est ce que je te disais en préambule, j'incite vraiment les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier à voir si ça leur plaît vraiment, mais moi c'est ma passion en fait, donc en réalité ce qui me motive c'est quoi? C'est d'apprendre, je vais pas te dire c'est de faire de l'argent, évidemment. L'idéal quand on fait de l'immobilier, on n'est pas philanthrope, hein, c'est de prendre nos marges sur des projets ou de constituer un patrimoine qui sera plutôt de l'enrichissement sur le plus long terme, donc pour mes enfants. Mais les opérations de marchand c'est plus court terme, donc c'est évidemment de créer des marges, mais c'est aussi d'apprendre. Je ne vais pas te mentir, quand on fait des projets, comme je te le disais, à différentes heures de la journée, on a tantôt avocat, gestionnaire de projet, ingénieur structure, gestionnaire de travaux, architecte, etc. Et ça c'est passionnant. Il n'y a pas un métier au monde dans lequel tu as autant de casquettes dans un même métier et ça c'est passionnant. Mais là où on pense que par exemple le marché est en train d'exploser, tu me disais qu'à Paris par exemple les prix au mètre carré sont en train de baisser. Comment tu peux expliquer ça aujourd'hui? Bah écoute, là on est dans un truc inédit. Moi depuis que je suis aux affaires, inédit, c'est des cycles de hausse de taux. Et là les taux élevés, tout le monde me dit quand je prends un Uber, quand je suis à l'aéroport, quand je parle des gens qui veulent se lancer un petit peu, ils me disent ah oui mais là les taux sont trop élevés, j'ai vu la courbe, mon calcul d'emprunt sur meilleur taux me dit que mon emprunt sur 20 ans il va me coûter 50 000 euros de plus. Bah oui c'est vrai, mais messieurs dames, vraiment c'est important. L'immobilier, le prix de l'immobilier là en ce moment, depuis les quelques derniers mois, a baissé. Paris a baissé en moyenne de 10 à 15%. Ça n'était jamais arrivé depuis 15 ans. Donc, ça tu fait conseilles d'acheter en ce moment. Et bien sûr, ça fait 15 ans que l'immobilier à Paris notamment et ailleurs était en hausse. Là, l'immobilier baisse. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous dire ah j'achète pas parce que les crédits sont trop chers. Mais les crédits, vous les renégocier. Le taux de crédit, c'est pas une fin en soi. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mon premier conseil, c'est pas une fin en soi. Le crédit immobilier, ça se renégocie tout le temps avec votre banque ou avec une autre. Vous prenez un crédit aujourd'hui, dans 2 ans quand les taux ont rebaissé, vous allez en voir une autre si la vôtre ne va pas vous baisser votre taux. Mais les taux élevés en ce moment vont faire en sorte que le prix immobilier est moins cher. Et quand vous avez payé votre mètre carré, quand on parle de Paris, votre mètre carré, au lieu de le payer 10 000 il y a 6 ou 8 mois, vous allez le payer 8 500 ou 8 500 aujourd'hui pour le même bien. Bah franchement, ça c'est acquis, on ne peut plus vous le reprendre. Alors que le taux, ça se renégocie. Parfait, magnifique. Mais écoute, let's go, on avance, on va directement sur le chantier. Allez, et tu on vas va nous voir ça. présenter ça. Let's go. Allez, ça marche. Paris, quasiment place du Trocadéro, et il s'agit d'un appartement de près de 300 mètres carrés que nous avons acheté et que nous sommes en train de rénover pour le transformer en un appartement très haut de gamme qui sera destiné à la revente avant l'été. Petite visite guidée, suivez-moi, j'espère que vous avez votre botte de chantier parce qu'il y a un peu de poussière. Avant de démarrer la visite, et surtout si elle vous a plu à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plein d'autres épisodes, des conseils pratiques, techniques et toute notre expérience sur l'acquisition, rénovation, revente, tout le métier de marchand de biens. Allez, on commence la visite. Aujourd'hui, dans cet appartement, ce que je voulais vous montrer, d'entrée de jeu, ce qu'on vend, c'est ça. Voilà, on est ici dans la pièce de vie, dans le séjour. On est venu ici il y a quelques semaines pour faire une visite de chantier.
Et ce qu'on a fait entre-temps, c'est qu'on a obtenu les autorisations en copropriété et en mairie pour pouvoir découper le plafond et créer une double hauteur sur l'étage supérieur pour créer vraiment un puits de lumière, une sensation d'espace, du volume et énormément de luminosité. Il faut savoir que dans cette acquisition, donc on a acheté un appartement, nous sommes ici au 6e étage. Nous avons acheté un appartement qui est au 6e, qui fait tout l'étage, et également les chambres de bonne au 7e étage que nous avons reliées par plusieurs escaliers intérieurs, un qui va intervenir sur la droite et un autre qui est déjà existant et qu'on va visiter. L'objectif de ce genre de stratégie, le conseil quand vous regardez des opérations comme ça et que vous avez des hauteurs sous toit, sous fêtage, que vous avez des combles, n'hésitez pas à casser. Il faut demander les autorisations de copropriété bien sûr, mais à casser, récupérer de la hauteur pour créer du volume. Là aujourd'hui on a sacrifié une partie de notre surface de plancher au 7e étage, donc les chambres de bonne que vous voyez, pour ouvrir tout ce plafond et créer ce sentiment de double hauteur et de volume. Pourquoi? Parce que ici dans la pièce de vie, qui est la pièce qui va faire vendre cet appartement, à n'en pas douter, dès qu'on rentre sur la gauche, on a la tour Eiffel et quand on est assis ici dans son canapé dans le salon, on a la double hauteur et à nouveau la tour Eiffel qu'on voit à partir du premier étage et c'est ça aujourd'hui qui fait la valeur notamment de cet appartement qu'on va rénover haut de gamme. Je vous propose de faire un petit tour pour parler matériaux, pour parler choix technique, pour parler autorisation, pour vous donner quelques conseils qui pourraient être toujours utiles quand vous faites une opération immobilière. Allez, suivez-moi. Premier chapitre, la climatisation. On ne peut pas vendre un bien très haut de gamme si on n'a pas la climatisation. Aujourd'hui, le réchauffement climatique oblige. Clients étrangers sont habitués à avoir la clim un peu partout, qu'il s'agisse des Américains mais pas que, les Asiatiques aussi, clients du Golfe, même Européens. Beaucoup sont habitués à avoir la climatisation, surtout quand il fait chaud l'été. À Paris, il fait chaud l'été. Donc on est allé obtenir l'autorisation en copropriété pour installer des moteurs de clim. Donc un dans cette courette et l'autre dans l'autre courette. Pour intervenir, c'est drôle, mais on a dû intervenir avec des cordes, d'accord, des cordistes ici, on la voit, il reste une corde qui reste attachée. Des cordistes sont descendus par le toit pour pouvoir mettre en place les fixations dans le vide pour qu'ensuite on puisse installer la clim, c'est hyper important. Une fois qu'on a mis la clim, un coffrage phonique pour pas que ça résonne dans la cour, qu'on ne soit pas embêté par les voisins et qu'on n'embête pas les voisins surtout et surtout qu'on n'entende pas les vibrations de la clim chez nous, c'est quand même l'objectif. Les fenêtres en double vitrage en bois, petite recommandation chez nous, sur les fenêtres, on ne met jamais de poignée verticale, on met de la crémone. Voilà, ces fenêtres comme ça avec le bouton arrondi et la barre en métal transversale, ça s'appelle une crémone. Ce sont des fenêtres à l'ancienne, c'est très important de faire quelque chose comme ça quand on veut donner du style. Là on le voit, les fenêtres sont neuves, on est dans la chambre principale, d'accord, on est dans la master bedroom. On a également depuis la master ici la vue sur la tour Eiffel. En termes de choix de matériaux, tout l'appartement a été réalisé en choix de matériaux avec notre architecte. On a différents matériaux. On a du marbre. Pour la partie master bedroom, c'est important de mettre du marbre. Donc très fragile, quand on fait du beau, il faut mettre du marbre. Et ici, on a choisi pour les chambres secondaires plutôt du grès cérame, c'est-à-dire de l'imitation marbre de très très bonne qualité. On peut à peine faire la différence, à moins de vraiment toucher. Et il y a un effet un peu brillant qui apporte cette différence avec le marbre, mais sinon c'est quasiment indétectable à l'œil nu et ça fait un très bel effet pour à peu près 2 fois moins cher. Il faut faire du beau, il ne faut pas faire du cheap quand on fait du beau. Ce grès cérame qui vaut déjà 100 € du mètre, mais le marbre coûterait 2 fois plus cher. Voilà. On va visiter la salle de bain, donc là on est toujours dans l'espace master. Ici, un futur dressing. Donc dressing monsieur, madame, droite, gauche, voilà. Et là, la salle de bain master. Avec une baignoire posée, la douche sur le fond. Important aussi quand on veut mettre un peu de petits gadgets, la sono. C'est important de mettre de la domotique avec de la sono.
Vous mettez les haut-parleurs Sonos. Sonos, c'est le top, ça marche très bien, c'est pas très cher. Oubliez le Bose, oubliez le Bang & Olufsen, ça coûte très cher pour rien. Le Sonos, c'est fiable, ça se coordonne dans toutes les pièces, on peut jumeler les pièces, ça s'utilise avec une application hyper simple, il n'y a pas besoin d'être ingénieur parce que souvent la musique dans une maison c'est coordonnable avec plein de systèmes différents, 3 télécommandes là, avec un téléphone, on met de la musique où on veut, partout, voilà. Et la salle de bain donc important qui donne sur un joli balcon. Ici, la future salle à manger. On va afficher les 3D dans cette vidéo pour que, en même temps que la vidéo, pour que vous puissiez avoir une idée du pendant et après. Vous verrez un visuel 3D de cette pièce qui est la future salle à manger. Petit tips, les plafonds. Quand on veut faire de l'éclairage, soit on fait de l'éclairage. Il y a 3 options pour faire de l'éclairage dans une pièce. Soit des appliques sur les murs, soit des suspensions, donc des luminaires qui tombent du plafond. Mais comme là, on n'a pas une bonne hauteur. La hauteur ici est de 2,70, pas plus. On a choisi de faire ce qu'on appelle une corniche lumineuse. Donc on a découpé du placo et il y aura de l'éclairage qui viendra de manière indirecte éclairer l'intérieur de l'ovale, du cercle qu'on voit, pour donner une ambiance chaleureuse sans avoir de choses qui tombent du plafond, qui écrasent la pièce. Quand on a 3 mètres ou plus, c'est très bien. Quand on a moins, comme la plupart des appartements en France, j'aime bien faire ce genre de corniche lumineuse parce que c'est un éclairage chaleureux et ça écrase pas la pièce. Sur une grosse opération comme ça, tu peux nous parler un petit peu de fourchette de prix, aujourd'hui une fourchette large sur ce type de bien? À la revente, À la revente, à l'achat? écoute, à l'achat, c'est un bien qui a coûté environ 3 millions d'euros, pour lesquels qu'on prévoit de revendre entre 5 millions et demi et 5 millions 9. C'est des fourchettes de prix qui peuvent paraître larges, mais voilà, c'est la marge d'erreur qu'il faut accepter. Et entre-temps, on a plus d'1 million de travaux, sans compter les meubles. Voilà. Okay, donc clairement, sur ce type d'opération, tu ne démarres pas avec une première opération avec autant de travaux parce que on va remettre des photos justement des dernières semaines où clairement c'était, il y a plein d'endroits qu'on ne connaît quasiment pas. Je me souviens ici, c'était déjà fermé, il n'y avait pas les fenêtres. Non, il n'y avait pas les Velux, il n'y avait pas les ouvertures et les Velux. Faire une verrière, c'est ça? Non, on devait faire une terrasse, mais écoute, les architectes des bâtiments de France à Paris ne nous ont pas donné l'autorisation. Donc on avait 2 solutions, soit on part en conflit et ça dure 1 an et demi, mais l'argent coûte cher. Donc on a préféré renoncer à la terrasse et aller sur notre option 2 qui était l'ouverture du plafond au-dessus de nos têtes là. Et il y aura un garde-corps en verre et une mezzanine au-dessus avec un bureau et un espace de réception pour que quand on reçoit ses amis, on va le voir après à l'étage, pleine balle vue Tour Eiffel. Ça fait quand même un petit effet. Ouais, donc au final, Julien, tu es toujours obligé de t'adapter au niveau de tes travaux parce toujours. Que des fois, il y a des choses que tu pensais qui allaient être acceptées ou que ce n'est pas le cas. Donc comment t'anticipes en général? Est-ce que c'est des choses que tu avais prévues ou tu avais déjà une deuxième option? On a toujours des scénarios 1, 2 et 3. C'est hyper important quand tu fais en l'occurrence, tu le sais, on fait de l'appartement, on a tourné un épisode dans un appartement plus traditionnel, un appartement de 50 mètres carrés à Paris 14e, qui est déjà très joli. On ne fait pas les mêmes travaux dans un appartement dont on sait qu'il y a un prix plafond de marché. On sait qu'il vaut 10 000 € du mètre dans le quartier, donc même si nos travaux sont très beaux, on ne va pas dépasser les 11 000. Quand tu fais du luxe, il n'y a pas de prix. On est sur du coup de cœur. L'acheteur, lui, il va se lâcher ou pas. Il ne va pas raisonner sur un prix au mètre carré. Il va raisonner sur une enveloppe de volume, de prix. Là, ça paraît drôle à dire, mais ici, ça sera certainement un pied-à-terre. Alors, un pied-à-terre à 5,5 millions, ça paraît drôle, mais il faut le savoir, ce sera un pied-à-terre, à mon avis, pour pas quelqu'un qui n'habitera pas là à l'année. Et cette personne, elle aura un coup de cœur. C'est pas parce qu'on va l'afficher à 6 ou à 5 millions qu'elle va ou pas venir visiter ou qu'elle va dire ah non c'est trop cher parce que le prix au mètre carré il est trop élevé. Là il faut créer des éléments coup de cœur. Et les éléments coup de cœur, c'est toutes les sources d'optimisation de l'appartement qu'on peut aller chercher. Récupérer une vue, récupérer de la hauteur, créer de la surface, tout ce qu'on peut faire qui va vraiment donner l'effet waouh et qui va permettre au client d'avoir le coup de cœur. Et justement, en parlant de coup de cœur, je pense qu'au niveau des matériaux,
tu ne vas pas mettre les mêmes matériaux dans un appartement que tu vas vendre 300 000 € ou sur un bien que tu vas vendre entre 5 et 6 millions. Aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui décides tout seul à chaque fois les matériaux ou est-ce qu'à chaque fois tu es accompagné avec des collaborateurs, des architectes d'intérieur qui te permettent de prendre les meilleures décisions? Écoute, les appartements comme l'épisode qu'on a tourné dans le 14e, ça, les petits appartements, si je peux dire, 50, 80 mètres carrés, aujourd'hui je le fais tout seul parce que j'ai les bonnes équipes, on s'entend très bien, je connais parfaitement les matériaux, je leur dis je veux tel parquet, je veux telle couleur dans les chambres, je leur donne des références de couleurs, des références de parquet, des références de carrelage dans les salles de bain, de robinet, de luminaires, j'ai 7 ou 8 éléments à leur donner, la cuisine, en général dans un appartement lambda, j'ai envie de dire, on met une cuisine Ikea, ça marche très bien, Ikea fait des très belles choses, mais on rajoute par exemple un plan de travail en pierre ou en céramique pour donner du peps à cette cuisine Ikea. Franchement, une cuisine, un caisson en bois, c'est un caisson en bois, donc ça ne sert à rien d'aller l'acheter trop cher. Ici par contre, si vous mettez la cuisine Ikea, même si à l'œil nu, parfois c'est difficile de distinguer une cuisine chère d'une cuisine Ikea, franchement, si le client vient, il a l'œil et si vous demandez d'où vient la cuisine, vous ne pourrez pas mentir. Si vous lui dites Ikea, il va considérer de lui-même que tout le reste est du niveau Ikea. Donc il ne faut absolument pas faire ça quand on fait du luxe. Il faut accepter aujourd'hui une cuisine classique chez Ikea, ça vaut 5-6 000 €, tout équipé avec un beau plan de travail. Une cuisine ici qu'on va mettre, elle va coûter plutôt 30-35 000 € minimum, sans l'électroménager. Donc il faut aller chercher quelque chose qui puisse permettre aux clients de comprendre qu'on s'est donné du mal à aller chercher des beaux matériaux. On va poursuivre vers les chambres. Donc ici, on a 2 autres chambres avec un futur WC par là. Une chambre d'invité ici. Important quand on fait de l'éclairage, éviter les éclairages dans les chambres, éviter les éclairages au centre de la pièce. C'est pas cosy et ça produit de la lumière qui est certes uniforme, mais qui n'est pas agréable quand on va se coucher. Moi, j'adore mettre des spots déportés, c'est-à-dire souvent je les mets par 2, ça c'est les futurs spots, qui viennent à droite et à gauche du lit. La tête de lit va être en face, derrière toi. On a 2 spots là, donc ils seront en pied du lit. Faites aussi, ça coûte rien, ça coûte pas plus cher. Quand vous avez déterminé où vous allez positionner votre lit, à droite et à gauche du lit, avec l'espacement suffisant, vous sortez des câbles pour mettre des liseuses. C'est important, même si les gens lisent de moins en moins, de mettre des liseuses des liseuses même avec des prises USB intégrées chez Amazon. Ce ne sera pas du Amazon ici, mais on en a mis. On en met souvent. Du Amazon, vous avez des liseuses pour 30-40 €, effet laiton avec une prise USB intégrée. C'est hyper pratique quand on va se coucher. Il n'y a pas besoin d'avoir la prise cachée en dessous. On a la prise intégrée. Voilà. Et là, la salle de bain, avec, quand on a de la place, dans la douche, on met toujours un petit banc. C'est important, un petit banc pour s'asseoir. C'est apprécié autant de madame que de monsieur. S'asseoir, prendre son temps. Voilà. Là, je te propose, Rémi, de monter à l'étage. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. On n'a pas encore créé l'escalier, celui-là, c'est en cours, donc en attendant, c'est l'échelle. C'est parti. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est ce qui est juste derrière toi. Regarde, je te propose de te mettre là. Là, il y aura un garde-corps en verre, donc on voit le vide sur le salon, évidemment, pour voir la double hauteur. Et ce qu'on va vendre ici, c'est la vue qui est face à toi, avec la tour Eiffel, avec des Velux automatiques, avec la tour Eiffel, qu'on voit comme si on y était. Là, Julien, du coup, c'est typiquement ce type de pièce pour toi que déclenche un coup de cœur. Tu parlais notamment pour les biens de luxe sur ces prix-là. Ça ne va pas chipoter, on va dire, pour 30 000 € globalement. Mais est-ce que c'est ce type de pièce qui vraiment fait une différence aujourd'hui? Écoute, quand tu fais un appartement très haut de gamme à Paris, ce qui fait la différence, c'est 3 choses. C'est l'emplacement. Et donc le conseil que je donne à nos amis investisseurs, les gens qui suivent la formation, qui ont l'intention de la suivre, ou tout simplement les gens qui sont curieux et qui veulent se lancer ou qui en font déjà de l'immobilier, je vais dire quelque chose qui paraît très bête, mais l'emplacement, c'est le seul élément qu'on ne peut pas remplacer. C'est-à-dire que vous pouvez faire les plus beaux travaux du monde, si vous n'êtes pas dans le bon quartier ou pas dans la bonne rue, ça ne servira à rien. Ne mettez pas trop d'argent dans un appartement dont l'emplacement, les prix
vous disent, les DVF, meilleurs agents, etc., vous dit que ça vaut 7 000 € du mètre carré dans ce quartier. N'allez pas mettre du marbre dans toutes les salles de bain et des centaines de milliers d'euros de travaux pour vous dire moi je suis meilleur que les autres, je vais faire un truc exceptionnel. Je vais le vendre 10 000 là où tout le monde me dit que ça vaut 7 000. Ça, c'est l'erreur à vraiment pas commettre. Ici, on a un bon emplacement parce qu'on est place du Trocadéro à Paris. On a un deuxième critère d'exception qui est la vue sur la Tour Eiffel. Et donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'appartements de standing à vendre, même dans le quartier. Quand je dis beaucoup, c'est pas énormément. Il doit y en avoir 7 ou 8 en permanence en même temps. Par contre, sur les 7 ou 8 qu'il y a à vendre, constamment sur le marché, il n'y en a quasiment aucun parce qu'on screen le marché régulièrement pour s'assurer de ce qu'il y a sur le marché, à quel prix on est, quel prix c'est vendu, combien de temps ça reste sur le marché, parce que quand les agences vont vous dire « Ah oui, mais on a cet appartement-là, il vaut moins cher, celui-là il vaut plus cher », ça ne sert à rien de se faire plaisir en voyant des annonces en disant « Ah, ce vendeur-là, il veut le vendre cet appartement à 20 000 € du mètre ». Si l'appartement il est en vente depuis 6, 8 mois, 1 an, c'est qu'il est trop cher. Donc il ne faut pas seulement regarder les annonces, il faut regarder ce qui s'est vendu, effectivement vendu. Et ça, c'est en appelant les agences pour avoir les vraies infos ou en regardant sur les différents logiciels qu'on a mentionnés dans la formation et pendant les vidéos. Donc en fait, je reviens, donc emplacement. Critère d'exception, c'est la vue sur la Tour Eiffel. Et troisième critère d'exception, c'est cette double hauteur dans le séjour. C'est pour ça qu'on a tout fait pour pouvoir l'obtenir, pour créer un sentiment de volume. Voilà, la terrasse, ça aurait été l'apothéose. On ne l'a pas obtenu, c'est pas grave. On a décidé de ne pas perdre 8 mois de plus pour l'obtenir in fine. On s'est dit, on fait ça, on fait la solution B. Tu me parlais de solution B, on avait déjà prévu cette solution B. On fait la solution B et on avance parce que l'idée en ce moment, c'est de vendre. Il ne faut pas traîner, l'argent coûte un peu plus cher. Il ne faut pas passer 3 ans sur un chantier. Il faut tout de suite, il faut terminer le plus vite possible. Bien, il faut le faire bien, mais il faut terminer vite pour pouvoir vendre vite. Tu as parlé des agences ou des lieux sur lesquels tu vas pouvoir, des partenaires avec qui tu vas pouvoir acheter les meubles, acheter tout ton mobilier. Est-ce que tu peux nous donner des contacts? Comment on peut te joindre justement pour avoir ces contacts pour des agences ou autres? Est-ce que c'est des choses que tu mets en place dans tes accompagnements? Bien sûr, dans les accompagnements qu'on fait, notamment dans le cadre de la formation Limo par les pros, on donne accès à tout notre carnet d'adresses. Par exemple, il y a des marques italiennes avec qui on va travailler pour cet appartement. Je ne peux pas être plus concret. Regarde, on a signé un bon de commande vendredi dernier parce que tu vois, là, on est à 2 mois de la fin des travaux. On a déjà commandé les meubles parce que ça prend des meubles de designer, ça prend 6 à 8 semaines. Donc on veut que les meubles soient prêts quand on termine. On a signé des partenariats avec des marques comme Pradi, comme Cattelan Italia, comme Potoco avec 2C qui font des tables en marbre et des chaises magnifiques, avec Café Latte. Excuse-moi, j'adore les meubles italiens. Je pense que les Italiens, ils ont tout compris en termes de mobilier et c'est vraiment les meilleurs. Donc on a signé des partenariats avec eux et on a entre 25 et 40% de remise. Donc ça, c'est énorme. Quand vous avez une table en marbre qui vaut 3 000 € et qu'on la paye 1 500 €, c'est que de la marge en fait. Donc les clients, ils reconnaissent les belles choses. Donc oui, bien sûr, on met à contribution et on ouvre notre carnet d'adresses pour tous les partenaires qu'on a créés pour le mobilier, pour pouvoir faire profiter de nos avantages à tous nos amis investisseurs. Julien, aujourd'hui, quand on va sur les réseaux, que ce soit seloger.com ou que ce soit directement Le Bon Coin, il y a énormément de biens qui sont mis à la vente. Mais comment choisir aujourd'hui? Quels sont les critères de sélection? Alors que ce soit sur un appartement à 400 000 € ou 3, 4 millions, peu importe. Quels sont tes critères qui vont te dire « Ok, je vais aller sur cette opération ». Alors déjà, on ne fait pas que les appartements à 3 ou 4 millions. Celui-là fait partie des plus gros. On fait la plupart des opérations qu'on fait. En tout cas dans le passé, maintenant on essaie de se concentrer sur un peu plus gros parce qu'on a des meilleures capacités, c'est tout. Mais on fait encore majoritairement plutôt des opérations à 300, 400, 500 000, moins d'1 million parce que ça tourne vite. Donc un des premiers critères, c'est la liquidité. Quelle est la liquidité, à quelle vitesse vous allez pouvoir le revendre? Parce que qui dit un bien cher, à part à Paris, un bien haut de gamme, il faut trouver la vraie clientèle, il faut avoir les vrais réseaux. Donc concentrez-vous sur les appartements plus liquides, qui vont s'adresser au plus grand nombre, qui vont viser par exemple un appartement. Mon conseil, c'est viser des appartements entre 50 et 80 mètres carrés qui vont s'adresser à des familles avec 1 ou 2 enfants. Si vous avez par exemple, un exemple très concret, vous trouvez un appartement de 60 mètres carrés qui est vendu en 2 pièces. Vous demandez les plans, vous vous rendez compte qu'en modifiant une cloison, en modifiant une salle de bain ou une cuisine, vous pouvez faire un 3 pièces. D'accord? Vous pouvez faire, donc, au lieu d'une chambre, vous pouvez faire 2 chambres. Un 60 mètres carrés avec une seule chambre, donc un 2 pièces,
a du mal à se vendre. C'est normal, c'est beaucoup trop de mètres carrés par rapport au nombre de couchages, au nombre de chambres. Si par exemple vous pouvez, c'est un exemple récent que j'ai eu dans le 17e, c'est un appartement qu'on avait acheté aux enchères, au tribunal et qu'on a récupéré, qui était un taudis pas possible et qui faisait exactement 58 mètres carrés avec une seule chambre. On a compris tout de suite qu'on pouvait déplacer et créer 2 chambres. Donc on a fait 2 chambres, une salle de bain, tout ça dans moins de 60 mètres carrés. Et du jour au lendemain, cet appartement, on avait reçu une cinquantaine d'appels. Donc en fait, c'est optimiser la surface. Deuxièmement, c'est essayer quand vous avez un bien de voir donc la liquidité. Vous créez la liquidité en optimisant la surface. Deuxièmement, c'est d'essayer d'identifier les appartements dans les meilleurs quartiers qui sont un peu inexploités. Ensuite, il faut visiter. C'est en visitant que vous allez avoir la vision. Nous, quand on a acheté ici, une des raisons pour lesquelles on a acheté, c'est que le vendeur, il y avait plusieurs raisons. Le vendeur, il n'avait pas les moyens de faire les travaux parce que les diagnostics étaient catastrophiques, parce qu'il fallait tout refaire, etc. Donc on est intervenu au bon moment. C'est pour ça qu'encore une fois, les gens qui s'arrêtent au diagnostic en disant « Ah, le diagnostic, il est en G, en F », au contraire, vous voulez vous rénover et faire votre marge là-dessus. Ce que vous valorisez dans votre travail de marchand de biens, d'investisseur immobilier professionnel, c'est le travail que vous allez injecter dans le bien. Donc n'hésitez pas, prenez des biens mal diagnostiqués. Donc les diagnostics, donc le client, le propriétaire ne pouvait pas faire les travaux. Et 2, quand on est arrivé ici, on avait dit ok, on a une vision, on achète 6e et 7e étage avec les chambres de bonne. Tout de suite on s'est dit, on peut, si on n'obtient pas la création d'une terrasse, on peut au pire couper une partie du plancher pour créer cette double hauteur. Et tu vois, regarde, on n'a pas obtenu la terrasse, c'est pas grave, on a bifurqué sur l'option 2 et on a valorisé. Donc 1, la liquidité, 2, l'emplacement, 3, la configuration du bien. Parfois, comme je l'ai dit, changer juste la configuration, ça suffit pour le rendre liquide et pour le vendre. Et 4, c'est la vision que vous pourrez avoir. Donc, il faut vraiment visiter le plus de biens possible pour vous faire une idée de comment on transforme. Vraiment, faites le mécanisme. C'est comme quand on faisait des maths à l'école. Plus on en faisait, plus les mécanismes y rentraient. Là, c'est exactement pareil. Plus vous visitez, plus vous allez pouvoir avoir des idées. Et quand vous visitez, vous allez avoir des agents immobiliers qui, certains d'entre eux, ont une vision aussi, qui vont pouvoir vous apprendre, communiquer un peu la vision qu'ils partagent et vous donner des idées, pourquoi pas. Sur l'appartement, vous n'allez peut-être pas l'acheter, mais les idées que vous allez avoir sur une visite vont peut-être vous aider pour un autre bien. Donc, il faut visiter et il faut faire des cas pratiques, des cas d'école. Moi, je visite une dizaine de biens par semaine. Il faut s'imaginer, en plus de ce qu'on gère en travaux, en financement et autres, une dizaine de biens par semaine. Donc, c'est important d'entretenir des relations avec les agents immobiliers et de visiter un maximum d'appartements, de biens pour se donner des idées. C'est vraiment mon conseil. Parfait. Du coup, Julien, toi aujourd'hui, à qui tu t'adresses à travers tes accompagnements, les formations que tu as mis en place, les séminaires notamment? Il me semble que dans plusieurs semaines, tu vas annoncer une date avec un séminaire qui va être réservé à vraiment une catégorie de personnes très particulière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le contenu de ces séminaires? Est-ce qu'il y a des intervenants? Est-ce que tu mets en relation ton carnet de contact? Est-ce que tu donnes également des plans d'action pour pouvoir acheter de la meilleure manière possible? Écoute, absolument. Tu sais, quand j'ai commencé, j'ai pas eu la chance d'apprendre avec mon père qui avait monté le business dans les années 90. Et donc j'ai appris par moi-même, mais surtout avec des gens qui ont su me conseiller. Je parlais d'un des mentors que j'ai eu, un marchand de biens aguerri qui m'avait donné pas mal de conseils à l'époque. On ne peut pas faire ce métier sans être conseillé parce qu'on fait beaucoup trop d'erreurs, ça prend beaucoup trop de temps et les erreurs coûtent cher. Donc l'objectif de la formation Limo pour les pros et des séminaires qui s'en suivent, c'est évidemment de partager aux gens motivés, parce que l'idée c'est pas non plus de perdre du temps avec des gens qui font juste se renseigner, avec des gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment la capacité et l'envie à pouvoir faire des choses et des investissements immobiliers, de partager nos techniques, nos conseils. Tous les outils, que ce soit des outils pour identifier les bons prix, pour calculer un business plan, pour calculer un coût de rénovation au mètre carré, etc., etc. Et tout le carnet d'adresses. Par exemple, dans la formation, on a créé des partenariats avec nos avocats qui donnent à chaque personne qui suit la formation ou les séminaires 1 heure gratuite de conseil avec notre avocat, 1 heure gratuite de conseil avec un de nos notaires, 1 heure gratuite de conseil avec une de nos entreprises de travaux, etc., etc. pour vraiment identifier, comprendre et puis avoir un échange à livre ouvert. L'objectif, c'est vraiment que les personnes qui sortent de la formation ou des séminaires se disent « je suis prêt pour y aller et on y va ».
Après, on fait évidemment un suivi parce que moi j'aime bien m'intéresser aux projets qui sont faits par nos clients et aux gens, nos investisseurs qui nous suivent. Là, j'ai un de nos investisseurs qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai identifié le premier bien, est-ce que ça vaut le coup? On a étudié le business plan ensemble, le quartier, la ville, c'est dans le nord de la France et il se trouve que ça marche et il va y aller et il va se faire financer parce que les questions de financement aussi, j'en ai pas parlé, on a un partenariat avec des courtiers en crédit et avec les banques directement. Donc on va trouver le financement et il va avancer, donc ça c'est super, c'est une satisfaction. Bien sûr, et tu as une structure qui s'appelle Neos Investissement, aujourd'hui dans lequel permet de remplir des opérations à forte valeur ajoutée. Admettons quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui se dit ok, je ne me sens pas capable, je n'ai pas forcément le temps de faire une opération immobilière par son activité. Est-ce qu'il y a des solutions peut-être même pour investir avec toi? Par exemple, un bien comme ça, ou peut-être je sais pas, un chiffre au hasard, on va dire 800 000 euros. Est-ce que des fois tu as des clients qui aujourd'hui investissent avec toi, qui rentrent sur les opérations? Bien sûr, eh ben, écoute, pour ne rien cacher, la villa dans laquelle nous allons organiser le séminaire est une villa sur les hauteurs de Monaco qui est en train d'être commercialisée, qui est en train d'être revendue. Donc on organisera un séminaire pour montrer vraiment quelle était la villa avant, comment elle est devenue et vraiment y passer du temps. Et ben, cette villa, un de nos investisseurs a investi 200 000 euros en fonds propres. Donc les fonds propres, c'était à peu près 800 000 en tout. On a mis à peu près 600 000 et un investisseur a mis 200 000 euros en croyant au projet et aujourd'hui on attend la vente, mais on est sur des perspectives qui sont plus optimistes que nos hypothèses de revente initiales. Donc on est hyper satisfait. Je pense que lui il sera une fois qu'on l'aura vendu, mais voilà, l'idée c'est que les personnes qui contribuent chez Neos investissent une somme à partir de 100 000 euros parce que c'est pour des plus gros projets et ils ont deux manières d'être rémunérés. Soit on les rémunère sur leur argent, ce que tu disais tout à l'heure avec les marchés financiers, vous mettez 100 000, on vous rémunère à peu près à 8 ou 10% votre argent et vous êtes garanti sur le bien. C'est pas comme sur les marchés où on est garanti sur rien. Soit deuxième format, vous devez rentrer comme associé dans l'opération avec un nombre de parts qui est calculé avec une formule en fonction de l'apport que vous mettez. Et là, les clients se sentent vraiment impliqués. Ils ont le suivi du chantier en temps réel par le CRM qu'on a mis en place sur le site, etc. Donc c'est vraiment un bon format qui plaît. On a aujourd'hui 5 ou 6 opérations avec Neos qui ont été réalisées, dont 2 qui sont en cours, dont la maison. Et à chaque fois, ça s'est bien passé avec un taux de marge aux alentours de 25%. Donc c'est un bon format et je suis content que ça marche. Ok, génial, parfait. Donc tu as vraiment des solutions aujourd'hui pour, on va dire, tout type de personnes qui souhaitent se lancer ou qui a déjà une vraie expérience, ou peut-être juste également un profil investisseur pour diversifier son. Ou quelqu'un qui veut juste des conseils pour passer sur un autre type d'opération, quelqu'un qui a fait un appartement et qui veut acheter un immeuble ou autre, voilà, on est là. Ok, génial, parfait. Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le mot de la fin sur cet épisode? Merci en tout cas pour toute la valeur que tu as pu partager. Merci à toi Rémi. C'est un plaisir toujours de visiter des biens d'exception. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité sur les réseaux. Alors tu sais, en ce moment c'est vraiment la mode d'être toujours dans un studio à faire de belles vidéos avec la meilleure qualité possible, mais rarement des cas pratiques. Je pense que les cas pratiques comme celui-ci parlent beaucoup plus, ils permettent de se projeter. Quel serait ton dernier conseil, un dernier mot pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui? Eh ben écoute, tu parlais de cas pratiques, tu sais, moi j'ai fait des études et je ne comprenais qu'avec les exemples. Ben, mon conseil pour le mot de la fin, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand vous voulez vous lancer en immobilier, c'est d'étudier un maximum de biens à acheter, de faire les calculs, de faire tourner les business plans, de connaître votre marché, de regarder ce qui s'est vendu, les prix de vente dans le quartier, etc. pour que quand vous choisissez un marché, une ville par exemple, vous la maîtrisiez parfaitement, vous sachiez exactement quel prix ça vaut et vraiment faire des cas pratiques, essayez jusqu'à ce que vous trouviez le bon bien où vous allez comprendre qu'il y a de la marge à générer. Mais si vous ne connaissez pas bien vos prix, que vous n'avez pas visité assez de biens, etc., eh ben vous n'aurez pas une assez grande connaissance. Donc c'est hyper important de faire des cas pratiques et du concret. Donc voilà mon conseil pour le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que que les conseils qu'on a distillés par-ci par-là ont été utiles. Je vous invite vraiment à visionner ma masterclass gratuite dont le lien s'affiche ci-dessous. Et pour les personnes les plus motivées et dans un nombre assez restreint, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe de 30 minutes pour définir votre projet, diagnostiquer vos besoins, comprendre ce que vous avez envie de faire et comment on peut vous accompagner, vous aider, que ce soit par l'ouverture de notre carnet d'adresses, que ce soit par une formation one-to-one ou autre. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et à vous aider à vous lancer parce que l'immobilier, ça a du bon.